Et la parole est à Madame Cécile Untermeyer pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, à l'heure à laquelle je m'adresse à vous, nos concitoyens français ont largement fait l'expérience de la complexité des procédures et du droit français. De même, nombre de commentateurs autorisés étudient régulièrement cet enchevêtrement de règles dans des revues spécialisées. Évidemment, un texte doit nécessairement être complexe. Seul ce caractère lui permettra d'englober tous les aspects des situations qu'il vise et de s'adapter de la manière la plus juste aux différences de situation entre citoyens. Portalis ne disait-il pas qu'il est impossible de tout simplifier en prévoyant tout ? Pour autant, il existe dans notre législation des pans entiers de textes inutilement complexes. Ce sont ces textes que le gouvernement a, à la suite d'un engagement du président de la République, entrepris de clarifier pour faciliter le quotidien de nos concitoyens. Ce mouvement s'est d'abord concrétisé par le vote de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, puis par le vote de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Le projet de loi qui est aujourd'hui discuté par l'Assemblée nationale constitue le troisième maillon de ce dispositif. Si cette loi concerne un grand nombre de domaines, je souhaite évoquer ici quelques mesures qui devraient faciliter la vie de tous les jours des Français. Tout d'abord, ce projet de loi poursuit le toilettage du Code civil. Il habilite, par exemple, le gouvernement à réformer une procédure byzantine qui atteint un sommet de raffinement juridique, l'articulation, dans le cadre d'un divorce, entre l'intervention du juge aux affaires familiales et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux. Cette procédure met actuellement en scène deux acteurs, le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce, qui ordonne la liquidation du partage judiciaire et qui peut ou ne peut pas, selon l'interprétation que l'on a du droit positif, désigner un notaire chargé de procéder à ce partage. Il est possible de simplifier cette procédure. Par sa complexité et par sa lenteur, celle-ci cause du tort aux personnes en instance de divorce qui sont davantage pressées d'en finir avec cette procédure pénible pour eux que de se perdre dans le dédale procédural actuellement proposé par le droit. Attribuer des pouvoirs plus importants au juge des affaires familiales, notamment pour qu'il effectue lui-même la liquidation, devrait à cet égard permettre de clarifier, de fluidifier et donc d'accélérer cette procédure et simplifier ainsi la vie des personnes séparées. D'autre part, ce projet de loi ambitionne, à la suite de nombreux rapports, et notamment ceux rédigés par les professeurs Catala et Terré, de refondre la partie du Code civil qui concerne les contrats. En effet, à l'époque de l'adoption originelle du Code civil, Portalis rappelait déjà qu'un code quelque complet qu'il puisse paraître n'est pas plus tôt achevé que 1000 questions inattendues viennent s'offrir aux magistrats. Depuis plus de 2 siècles, la jurisprudence n'a eu de cesse de répondre à ces questions et d'adapter en conséquence les articles du Code civil à l'évolution sociétale. Mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point que certaines dispositions de ce Code ne reflètent plus à leur simple lecture l'état du droit positif. N'oublions pas que le rôle du législateur est aussi, de temps à autre, d'évaluer la jurisprudence pour ensuite éventuellement la codifier ou la rectifier. Le regroupement par le législateur de ces règles éparses créées par la jurisprudence dans un même corpus permet d'une part de clarifier l'état du droit et d'autre part de faciliter l'accès à ces normes par les citoyens. À cet égard, rappelons que le Code civil constitue le socle des normes traçant les rapports quotidiens entre citoyens. En simplifiant ce code, nous simplifions la vie courante de nos citoyens. Mes chers collègues, ce temps de codification des règles du droit commun des contrats est aujourd'hui largement venu. Après le vote de nos collègues sénateurs qui ont supprimé l'habilitation donnée au gouvernement pour procéder à cette refonte, la seule véritable question qui se pose est celle de savoir comment nous devons procéder à cette réforme. Je comprends la position sénatoriale. Une telle réforme aurait avantage à laisser toute sa place au Parlement et, pourquoi pas, être élaborée dans la cohérence avec la rénovation du droit de la responsabilité civile dans une vaste réforme du droit des obligations.
Dans nos permanences, nous constatons régulièrement les difficultés rencontrées par les citoyens avec les contrats passés au quotidien. Et juristes ou non juristes, nous avons tous, nous les parlementaires, des choses à dire sur cette question. Et comme Gaston Bachelard a pu l'écrire, on ne pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du complexe. Pour autant, au fil des auditions, il est apparu que cette réforme très travaillée par le ministère, avec des universitaires, des praticiens, ne pourrait trouver sa place dans l'agenda chargé du Parlement que par la voie de l'habilitation gouvernementale. Et il importe que ce texte de simplification et de mise en cohérence à droit constant soit adopté rapidement pour une entrée en vigueur qui n'a déjà que trop retardé. C'est parce que le contenu de l'article 3 nous a été transmis, a été examiné en concertation avec la rapporteure Colette Gabdevielle et notamment ma collègue Élisabeth Pochon, que nous avons examiné ce contenu, que je me suis finalement décidée, disons résignée, à cette loi d'habilitation. Gardons-nous toutefois de tout enthousiasme sur cette manière de légiférer et soyons vigilants. Nous ne devons pas devenir les chefs de bureau du gouvernement. Personne n'a à y gagner. Ce projet de loi comporte également un volet réformant le tribunal des conflits. Le statut de ce juge de la compétence juridictionnelle est principalement amélioré sur 2 points. Le premier tranche enfin une question de principe vieille de plus d'1 siècle. La grande loi républicaine du 24 mai 1872 a notamment mis fin à la justice retenue par le pouvoir exécutif pour les décisions rendues par le Conseil d'État. Mais paradoxalement, ce même texte, qui donne aussi une deuxième naissance au tribunal des conflits, ne coupait pas le cordon existant entre cette juridiction et l'exécutif. Le garde des Sceaux en était officiellement le président. Cette fonction prenait toute son importance lors des délibérés, durant lesquels un partage de voix devait être opéré. Le ministre de la Justice avait voix prépondérante. Comme en son temps pour le Conseil d'État, le vice-président du tribunal des conflits était néanmoins le président de facto de cette institution. Ainsi, tant pour entériner la pratique que pour supprimer une survivance de l'ancien temps, un véritable poste de président du tribunal des conflits serait désormais créé. Admettons toutefois qu'il ne s'agit pas là d'une réforme d'une urgence et d'une ampleur exceptionnelle. Le garde des Sceaux n'est intervenu en moyenne qu'une fois tous les 10 ou 15 ans au sein du tribunal des conflits et sans que son intervention n'ait jamais pu être dénoncée comme la mise au pas du pouvoir judiciaire. Dans le sillage de cette autonomisation définitive du tribunal des conflits, le projet de loi opère une clarification du statut de certains magistrats au sein de ce tribunal. En effet, jusqu'ici, le juge chargé de prononcer ses conclusions sur l'affaire durant l'audience s'appelait commissaire du gouvernement. Cette dénomination était bien ambiguë. Ainsi, ce texte propose d'appeler ce magistrat rapporteur public, expression qui a le mérite de lever toute ambivalence sur les fonctions de ce juge, ainsi que de l'aligner et donc de simplifier son appellation sur celle portée par les juges administratifs exerçant les mêmes fonctions. Ce projet de loi opère aussi un rapprochement de cette juridiction avec les citoyens. En effet, les procédures traditionnelles ouvertes au tribunal des conflits pour trancher une question de compétence ont le tort de rallonger les délais de jugement. Pour prévenir cet impératif auquel sont sensibles les usagers du service public de la justice, les difficiles questions de compétence pourront dorénavant être renvoyées directement au tribunal des conflits par n'importe quelle juridiction. Le procès gagnera ainsi un temps précieux. De manière concomitante, c'est dorénavant le tribunal des conflits qui jugera des actions tendant à la condamnation de l'État pour délai excessif de jugement. Ce transfert de compétences déchargera le Conseil d'État et la Cour de cassation de ce type de contentieux. Enfin, ce projet de loi comporte une série de mesures de simplification touchant divers domaines. Certains qualifieraient ces propositions de petites mesures. Mais pour simplifier la vie des citoyens, il n'y a pas de petites mesures. Ainsi, le simple fait d'habiliter le gouvernement à faciliter la procédure de communication au conducteur de son solde de points permettra de soulager un nombre important de concitoyens d'un problème qui ne devrait même pas exister. De même, et à la suite de nombreux textes déjà intervenus pour constituer l'e-administration, la série de mesures visant à compléter la dématérialisation au sein des juridictions pénales ne pourra que simplifier et accessoirement rendre moins onéreux les échanges avec les justiciables. Nous aurons l'occasion,
à la suite de la discussion générale, d'élargir le champ de la modernisation et de la simplification au travers des amendements qui seront discutés, et je pense en particulier au statut juridique de l'animal. Nous vous expliquerons les raisons de notre amendement. Mes chers collègues, ce texte, j'en suis sincèrement convaincue, simplifie le droit existant. Ce faisant, il rend plus lisibles pour nos citoyens les règles juridiques. Il contribue aussi à rendre confiance aux citoyens en l'action publique, démontrant ainsi que celle-ci n'est pas vouée à compliquer leur situation. Par conséquent, je voterai ce texte et j'invite la représentation nationale à adhérer à cette exigence de modernisation et de simplification en approuvant ce dispositif. Merci.